Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qu'on fait tous les jours, sans même y penser, manger. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment demandé d'où vient tout ça? Comment on arrive à produire assez de nourriture pour la planète entière? On va plonger au cœur de nos assiettes pour comprendre comment fonctionne notre agriculture et surtout le défi gigantesque qui nous attend. Allez, c'est parti. Alors, regardez bien ce chiffre. 9,7 milliards. C'est vertigineux. C'est le nombre d'êtres humains qu'il faudra nourrir sur Terre en 2050, d'après les estimations de la FAO. Pour se donner une idée, ça représente presque 2 milliards de bouches à nourrir en plus qu'aujourd'hui. Du coup, la question qui se pose est juste énorme. Et la voilà. Comment va-t-on faire pour augmenter notre production de nourriture de plus de 50%? C'est colossal. La réponse qui revient le plus souvent, c'est l'agriculture moderne. Mais est-ce que c'est vraiment la solution miracle? Pour le savoir, on va enfiler notre blouse de scientifique et analyser tout ça. Son fonctionnement, ses points forts et bien sûr ses conséquences. Première chose à bien comprendre, un champ de maïs, ce n'est pas du tout une prairie sauvage. C'est un système qui a été entièrement créé, pensé et contrôlé par l'homme pour un seul but, la productivité. C'est un peu comme une usine, mais à ciel ouvert. Et en SVT, on a un mot pour ça, un agrosystème. Voilà un mot-clé à bien retenir. Un agrosystème, c'est donc un écosystème qu'on a rendu artificiel dans un but bien précis, produire un maximum de ce qu'on appelle la biomasse. La biomasse, pour faire simple, c'est toute la matière vivante. Les grains de blé, les pommes de terre, le bois, tout ça. La grosse différence avec une forêt, c'est qu'un agrosystème ne peut pas tourner tout seul. Il a besoin d'une gestion constante. Et comme n'importe quelle usine, pour que ça produise quelque chose, il faut d'abord y faire entrer de la matière et de l'énergie. Ce sont ce qu'on appelle les entrées du système. Ces entrées, il y en a de deux sortes. D'un côté, on a les entrées naturelles, celles que la nature nous offre. L'énergie du soleil, indispensable pour la photosynthèse, et l'eau de pluie. Mais pour vraiment booster la production, l'agriculteur va rajouter des entrées humaines. C'est ce qu'on appelle les intrants. Et là, on parle des engrais pour enrichir le sol, des pesticides pour lutter contre les maladies ou les insectes, de l'eau en plus via l'irrigation, et bien sûr du carburant pour les machines. Logique, s'il y a des entrées, il y a des sorties. Et l'objectif, évidemment, c'est que la sortie principale, la récolte, soit la plus grande possible. La sortie qu'on vise, c'est la récolte, bien sûr, ce qu'on va pouvoir consommer ou vendre. Mais attention, le système n'est jamais efficace à 100%. Il y a aussi des sorties non désirées, des sortes de fuites. Par exemple, une bonne partie des engrais n'est pas utilisée par les plantes. Quand il pleut, l'eau les entraîne en profondeur dans le sol. C'est le fameux lessivage. On exporte la biomasse, mais en même temps, on perd une partie des nutriments du sol. Attention, il ne faut pas mettre toutes les agricultures dans le même panier. On va comparer deux modèles qui sont vraiment à l'opposé l'un de l'autre, une agriculture traditionnelle et notre agriculture industrielle. Vous allez voir, la différence est saisissante. Ce tableau résume tout. D'un côté, une agriculture sur brûlis, sans intrants, qui produit peu mais de manière autonome pour nourrir une famille. De l'autre, le modèle industriel où les chiffres explosent. La productivité est 10 fois supérieure et on nourrit 3 fois plus de monde sur la même surface. Le secret de cette performance, vous l'avez compris, ce sont les intrants. C'est un modèle hyper productif, mais aussi hyper dépendant. Cette productivité impressionnante a un coût. On va maintenant zoomer sur le rôle de ces fameux intrants et sur leurs conséquences. On peut légitimement se poser la question, si ces produits sont si souvent critiqués, pourquoi les agriculteurs continuent-ils de les utiliser massivement? La réponse, en fait, est très pragmatique. La réponse est sur ce graphique. Sans produits phytosanitaires pour lutter contre les maladies ou les insectes, les pertes seraient colossales. Imaginez, on perdrait 40% de la récolte de maïs et de pommes de terre. C'est presque la moitié de la production qui disparaîtrait. Ces produits agissent donc comme une véritable assurance récolte. Le point crucial, c'est qu'il y a un revers à la médaille. L'utilisation massive d'intrants a des impacts bien réels, à la fois sur l'environnement et sur notre santé. Voici une conséquence directe du lessivage des engrais, le phénomène d'eutrophisation. C'est un mot un peu compliqué pour une idée assez simple. Suivez bien les étapes. 1. L'excès d'engrais est emporté par la pluie vers les rivières. 2. Ces engrais, conçus pour les plantes, vont doper la croissance des algues dans l'eau. C'est une prolifération massive. 3. Ces algues finissent par mourir. Et c'est là le problème. Les bactéries qui les décomposent consomment tout l'oxygène de l'eau. Résultat, étape 4, plus d'oxygène, les poissons et les autres êtres vivants meurent asphyxiés. On transforme une rivière vivante en un milieu mort. Et l'impact ne s'arrête pas à l'environnement. Il y a aussi notre santé. Ce n'est pas moi qui le dis, mais l'Organisation mondiale de la santé. Les pesticides sont potentiellement toxiques. Ils peuvent affecter notre système immunitaire ou notre système nerveux.
C'est un enjeu de santé publique majeur, d'abord pour les agriculteurs qui sont en première ligne, mais aussi pour nous, les consommateurs. Alors, est-ce qu'on est coincé entre le besoin de produire plus et l'obligation de protéger notre environnement? Pas forcément. Des solutions émergent pour tenter de résoudre ce dilemme. Une des pistes les plus prometteuses, c'est l'agriculture de précision. L'idée est simple mais révolutionnaire. Au lieu d'arroser tout un champ avec les mêmes produits, on utilise la technologie pour agir de manière quasi chirurgicale. Des drones survolent les cultures, des capteurs mesurent l'humidité du sol en temps réel, et des robots appliquent l'herbicide uniquement là où il y a des mauvaises herbes. L'objectif? Donner à la plante juste ce dont elle a besoin quand elle en a besoin. Le résultat peut être une réduction de 20% des engrais. Allez, on fait le bilan. Si vous deviez retenir 3 points essentiels de cette analyse, ce seraient les suivants. Premièrement, l'agriculture moderne repose sur des agrosystèmes, des milieux artificialisés où l'on doit constamment faire un arbitrage entre production et impact. Deuxièmement, et c'est le cœur du problème, notre modèle le plus productif est aussi celui qui pollue le plus, à cause de sa forte dépendance aux engrais et pesticides. Enfin, l'espoir réside dans l'innovation, avec des technologies qui pourraient nous aider à produire de manière plus intelligente et plus durable, en optimisant chaque ressource. Et je termine avec une question pour vous. Maintenant que l'on connaît le vrai coût de notre nourriture, pas seulement en euros, mais aussi pour l'environnement et la santé, comment est-ce que ça peut influencer nos choix quand on fait les courses? N'oubliez pas que le consommateur a aussi son mot à dire. Merci d'avoir suivi cette analyse et à bientôt!